Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver sur la 3. Nous sommes en direct jusqu'à 22h. C'est toujours un plaisir d'être en votre compagnie, très chers téléspectateurs. Et j'espère que vous êtes installés confortablement. Allons, sommaire. Sommaire, pour ce numéro de ce soir, la grande team présente LGT News. Éléphant, la FIF a-t-elle la bonne approche pour convaincre les binationaux? Ça fait l'actu. Bonne émission sur la 3 en compagnie de Marie-Christine Beaugré et ses invités. Voilà, on espère passer une très belle soirée en votre compagnie, très chers téléspectateurs, très chers amoureux du foot. Et donc ce soir, je ne serai pas seule, comme chaque soir. Je serai donc accompagnée de Roger Stéphane. Bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Coach Alain, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Coach Kone Yaya, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Et pas coach, mais plutôt un ex-footballeur international, Engan Didier, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Très bien, merci à vous. Très bien, et ravi de vous avoir tous les quatre sur le plateau de la grande team. Bon, la question LGT pour ce soir, je vous la donne. Éléphant, la FIFA, la Fédération ivoirienne de football, a-t-elle la bonne approche pour convaincre les binationaux? Le numéro de téléphone de la 3, le 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99, toujours précédé de l'indicatif plus 225 si vous appelez hors des frontières de la Côte d'Ivoire. Vous avez aussi la possibilité de nous écrire sur la page Facebook de la 3. Top départ avec LGT News. LGT News. Les 13e Jeux africains d'Accra pour entamer les news de ce mardi. Les taekwondoïnes font le plein de médailles. Hier lundi, les éléphants taekwondoïnes ont augmenté leur nombre de médailles à ces 13e Jeux africains d'Accra au Ghana. En effet, les 3 athlètes en lice ont terminé la compétition avec des breloques. Rien que pour cette journée, la Côte d'Ivoire, dans cette discipline sportive, s'est parée en argent grâce à Cissé Mariama chez les moins de 57 kg et Aaron François Cobenin chez les moins de 68 kg. L'unique médaille de bronze de cette journée du lundi a été remportée par Jessica Danide, qui combattait dans la catégorie des plus de 73 kg. En attendant la fin de la participation ivoirienne au taekwondo, ce sont pour l'heure 7 médailles, dont 4 en argent et 3 de bronze obtenues par nos valeureux tireurs. LGT News. Lutte, encore des lauriers pour Bakayoko et Yuan. Les lutteuses ivoiriennes ne ratent aucune occasion pour honorer les couleurs nationales. Après Lyon en France, puis Accra où elles ont gagné des lauriers aux 13e Jeux africains, avant de s'envoler pour le championnat d'Afrique à Alexandrie en Égypte, Bakayoko Céline chez les moins de 53 kg et Yuan Ami dans la catégorie des moins de 76 kg se sont de nouveau mises en évidence. Elles ont terminé cette compétition avec une médaille de bronze chacune. De quoi les mettre en confiance pour la prochaine étape, à savoir le tournoi de qualification des prochains Jeux Olympiques de Paris prévus sur le sol égyptien le 23 mars prochain. Les protégés du président Honoré Alou ont une belle carte à jouer, pourvu qu'elles restent concentrées jusqu'au bout. LGT News. Tennis, ATP Miami. Arthur Cazot, victime de malaise. Alors qu'il affrontait son compatriote Harold Mayo. Hier, au premier tour des qualifications du Masters 1000 de Miami, Arthur Cazot a été victime d'un malaise. Le Montpelliérain s'est évanoui en plein match avant de sortir du court en chaise roulante. Il semble n'avoir pas supporté la chaleur qui était de 30 degrés à Miami. Arthur Cazot a dû abandonner alors qu'il menait 4-6, 7-5, 2-1. Les nouvelles sont bonnes actuellement pour lui puisqu'il s'est remis. Plus de peur que de mal. LGT News. Football. Parlons à présent de la préparation des éléphants en prélude des 2 matchs amicaux. Les poulains de Fayet au labo. Depuis hier lundi, les éléphants ont entamé la préparation des 2 matchs amicaux contre le Bénin et... T'as pas reçu mon message? Non, je vais avec. Viens. Yes, là.
Voilà, nous sommes donc ensemble en direct sur la 3 pour votre émission La Grande Team. On commence le débrief des news. Avec vous, Roger Stéphane, on parle d'Amad Diallo. Oui, Amad Diallo, l'un des grands espoirs du football ivoirien qui évolue du côté de Manchester United. On se rappelle, il y a quelques jours, il a fait un superbe match en quart de finale de la Cup face à l'équipe de Liverpool. Il a réussi à qualifier United. Et bien, il a reçu les félicitations de son entraîneur, Ten Hag. En raison donc de ce match fabuleux et ce but qui marque. Alors, Ten Hag, on doit savoir que c'est lui qui a décidé de le garder dans le groupe en le ramenant de près de Sunderland. Il a fait une superbe saison. Il a fait jouer jusqu'à présent quelques bouts de match parce qu'avant ce match-là, il avait disputé 4 matchs, dont 63 minutes sur l'ensemble des matchs joués. Et puis là, il est rentré à la 86e minute. Ouais. Il a pesé, il a joué, il a fait quelques belles percussions. Et puis, il a mis ce but-là qui qualifie Manchester United. Ce type de félicitations, c'est bon pour le moral, pour un garçon qui, comme l'a dit Ten Hag lui-même, était blessé en début de saison. Donc, il n'a pas tous ses arguments avant de commencer la saison. Et puis, c'est bon pour l'avenir. Ça voudrait dire que maintenant, l'entraîneur va lui faire confiance un peu plus. Il va certainement l'aligner un peu plus. Il va certainement avoir un peu plus de temps de jeu. C'est vrai qu'à son poste, il y a beaucoup de concurrents, beaucoup de bons joueurs sur le front de l'attaque de l'équipe de United. Oui. Mais qu'à cela les tienne, courage à Amad Diallo qui a besoin vraiment de courage. Je n'arrête pas de le dire très souvent que le garçon est pétri de talent, il est extrêmement doué, avec un pied gauche, je ne vais pas dire unique, mais rare dans le monde de ce type de joueur. Il lui manquait un peu de fraîcheur physique par moment, mais là, il a démontré cette action qui emmène le but, il sort un ballon, il fait une course de plus de 40 mètres, et puis il vient mettre ce but. Donc, bravo, le garçon est en train de monter en puissance. On est content qu'il ait réussi à soulever tout ce stade-là. Ouais. Il y a eu des chants en son honneur, il a remis un maillot, tout le monde l'a réclamé. D'ailleurs, certains supporters ont dit, mais Ten Hag, comment tu peux avoir un tel joueur dans ton groupe et ne pas le faire jouer? Est-ce que c'est ça qui fait réagir l'entraîneur? Enfin bref, bravo, courage à Amad Diallo. On espère qu'il va surfer sur ce bon match-là pour continuer sur cette lancée. En tout cas, bravo à Amad Diallo. On poursuit. Sénégal, à présent, coach Alain, oui. De nouveaux renforts pour Aliou Cissé. Effectivement, Aliou Cissé a eu le nœud creux d'avoir 2 nouveaux joueurs parce qu'ils étaient courtisés par l'équipe de France. Il y avait Didier Deschamps qui avait ces joueurs-là sur sa tablette. Et puis Aliou Cissé a eu le nœud creux de les voler rapidement pour les envoyer en sélection. Je pense que ça, c'est une bonne pige pour Aliou Cissé au niveau des binationaux. Oui. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est vrai, on a tendance à aller chercher les binationaux pour les ramener dans les sélections, ce qui est d'ailleurs magnifique. Mais il ne faut pas oublier que dans chaque pays, il y a la formation qui s'est faite. Donc, essayons tant soit peu de mettre ces enfants qu'on forme dans nos différents championnats à lumière. Quand on les met en lumière et puis ils arrivent dans les grands clubs, quand ils viennent en sélection, pourquoi pas toute la famille, tout le village se déplace pour eux. Bon, très bien, très bonne chose pour ces 2 jeunes enfants de moins de 20 ans qui viennent d'arriver en sélection A au Sénégal. C'est déjà un gros coup que Aliou Cissé vient de marquer là, parce que la France déjà avait ces 2 jeunes gens sur leur tablette. Et ça aussi, il faut que toutes nos sélections soient très, très vigilantes à cet effet. Coach Kone Yaya, vous qui êtes coach, oui. Oui, je pense que Alain Gnonchon l'a dit, très, très bonne pioche du sélectionneur Aliou Cissé, voilà, qui a su dévancer sur le coup Didier Deschamps, pouvoir donc faire appel à ces 2 jeunes binationaux. Je pense que tout cela est mettre à l'actif de la sélection sénégalaise qui se renforce effectivement avec ces 2 jeunes gens qui pourront vraiment apporter le maximum qu'ils peuvent à cette sélection sénégalaise. En tout cas, c'est une bonne nouvelle pour le Sénégal, pour la sélection sénégalaise. On a pu voir aussi le rassemblement des champions d'Afrique par rapport aux 2 matchs amicaux à venir. Didier, un mot justement sur ce rassemblement. Ça fait plaisir de les revoir. Ça fait plaisir de les revoir, surtout qu'ils sont champions d'Afrique. Ils ont rehaussé la Côte d'Ivoire. Bon, en fait, ce qui serait bien, c'est que je rejoins le coach Alain. Oui. On est un championnat national. Donc, on est trop porté sur les binationaux, sur temps. Pourtant, quand vous jouez la Coupe d'Afrique, vous ne le jouez pas dans un pays qui a 4 saisons. Voilà, vous le jouez dans un pays africain où c'est assez dur. Donc, j'aimerais qu'on fasse un peu plus attention, qu'on porte l'œil sur notre championnat, sur nos formations. Oui. Tout ça, c'est très important. On attend juste voir ces 2 matchs à Tuc-Milko, mais je n'ai aucun doute. Voilà. On attend de voir effectivement Didier. Oui, Roger Stéphane. Non, c'est-à-dire on a vu
On a vu une très belle ambiance. On les voit là avec le regroupement, l'arrivée des joueurs individuellement. Après, on va avoir le premier discours de Fayet Metz. Mais on sent beaucoup de chaleur, on sent une famille, on sent les retrouvailles pour des garçons qui, il n'y a pas très longtemps, pour certains, ont passé près de 45 jours ensemble. 45 jours d'une aventure formidable. Ils sont passés par toutes sortes de schémas, ils sont passés très près de l'élimination. Ensuite, ils ont reçu des exploits, notamment contre le Sénégal et le Mali. Et puis après, ils sont allés au bout en gagnant le Nigeria en finale. Dans ce type d'aventure, il y a des liens qui se créent. Il y a une famille qui se crée, il y a un esprit qui se crée. Et là, certains sont retournés en club. Ils reviennent à nouveau pour 2 matchs amicaux. Le premier élément pour tester la profondeur, la qualité du groupe, c'est bien les retrouvailles. Et là, vous voyez toutes ces belles images qu'on a vues. Série Jean-Michel, Adengra, le Rourou, etc., etc. Vraiment, on sent des éléphants joyeux, contents. Nous, maintenant, on a envie de les voir sur la pelouse. N'oublions pas aussi les quelques nouveaux qui sont là. J'ai pu apercevoir Guela qui est arrivé, qui a été bien accueilli. J'ai pu apercevoir, il n'est pas un nouveau, mais il a été appelé en remplacement d'un défenseur de Ndika. J'ai pu apercevoir Agbadou. Donc, vraiment, on sent une très belle ambiance. Ça veut dire qu'avant la CAN, on a préparé le groupe d'un bel esprit. Ça veut dire que pendant la CAN, on a cherché à avoir un bel esprit. Et on espère qu'après la CAN, ce bel esprit-là va conduire cette équipe des éléphants de Côte d'Ivoire. Parce qu'en la vérité, il y a ces 2 matchs amicaux, c'est vrai. Mais après, il y a les fenêtres internationales avec les éliminatoires de la CAN 2025 et avec les éliminatoires de la Coupe du Monde 2025. Ces deux événements arrivent très tôt. L'année prochaine, on a la CAN au Maroc et l'année d'après, on a la Coupe du Monde du côté des États-Unis, du Canada et du Mexique. Donc, si seulement on pouvait réussir à garder cette ambiance, cet environnement, tous ces beaux sourires, ces accolades, ce serait bien parce que c'est de cette façon qu'une équipe va très loin. Dans une équipe où il n'y a pas une famille, un esprit de famille, vous ne réussissez pas des coups. Et ce qu'on est en train de voir avec les éléphants là, c'est tout simplement magnifique. Maintenant, on attend les 2 matchs, notamment celui face à l'Uruguay, parce que là, Alain Nyonsois et tous ceux qui sont tout le temps avec moi, on sait que ça va pas être un match facile. On attend de les voir face à l'Uruguay. On attend donc les 2 matchs. Déjà, le 23 mars, on aura le match face au Bénin. Et le 26 mars, le match tant attendu face à l'Uruguay. On va marquer une petite pause. Je vous redonne déjà la question à LGT pour la suite de l'émission. Éléphant, la FIF, la Fédération Ivoirienne de Football, a-t-elle la bonne approche pour convaincre les binationaux? Numéro de téléphone, le 27 21 59 93 99 et aussi écrivez-nous sur la page Facebook de la 3. On marque une petite pause, on se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite. Nous poursuivons donc notre émission et nous allons passer à présent au focus de ce soir. En marge de l'Assemblée générale ordinaire organisée par la Fédération ivoirienne des sports paralympiques, nous avons rencontré son président Trazier Pacom pour en savoir davantage sur la participation de ces athlètes aux prochains Jeux olympiques. On regarde. En tout cas, mes athlètes sont partis, ils ont honorablement, valablement représenté la Côte d'Ivoire. Ils sont revenus avec 3 médailles. Une médaille en or, glanée par Yeka et qui a eu par conséquent un minima A, et ce qui est vraiment rare. Il est allé au-delà de nos espérances. En plus de cela, il y a Dupuis Benia aussi qui a eu la médaille d'argent dans la catégorie des F40. Et le même Yeka a eu encore une médaille de bronze au lancer de poids. Donc, il peut dire qu'on est revenu avec 3 médailles, une en or, une en argent et une en bronze. Et en tout cas, avec des minima de qualification pour Paris 2024. Donc, vraiment ici, plus que satisfait. Nous avons l'haltérophilie dont vous venez de parler. On venait de parler des paras dignement représentés la Côte d'Ivoire qui constituent des chances de médailles. Et c'est comme ça. Donc, de notre champion des champions, Kone Oumar Bassakouba, qui est à côté ici, il saura donner le message convaincu que ce qu'il est ici en train de dire, ça va se vérifier au soir du 9 septembre au Jeux paralympiques en France. C'est social.
Voilà, c'était donc M. Trazier Pacom, président de la Fédération ivoirienne des sports paralympiques, qui s'est exprimé sur la participation de ces athlètes justement aux prochains Jeux paralympiques et aussi les autres défis. Roger Stéphane, impression justement sur l'interview. Non, c'est-à-dire que le président Trazier a fait le tour de la question en ce qui concerne cette fédération des paralympiques. D'abord, sur le bilan de la participation aux Jeux africains, c'est 3 médailles, une en or, une en argent et une de bronze. Bon, il semble être satisfait de ce bilan. Nous, on va dans le prochain tournoi du côté de l'Égypte pour avoir des qualifications pour les Jeux olympiques. Bon, il a cité les disciplines, haltérophilie, tennis d'étal, powerlifting. Ça montre bien que du côté de nos athlètes handicapés, il y a du travail qui est fait dans les différentes disciplines. Maintenant, il précise que les Jeux africains sont un tournoi important. Plutôt les Jeux paralympiques. Les Jeux paralympiques, c'est bien ça. Que les Jeux africains sont un tournoi qualificatif pour les JO. Bon, donc, ils sont allés, ils se sont bien battus. Sur la question des moyens, il semble remercier le ministre des Sports, parce qu'il estime que les moyens ont été dégagés. On veut bien y croire, parce que nous tous, on sait que ces fédérations-là, parfois, ne sont pas bien logées en termes de financement quant à leur participation aux différentes activités et aux différentes compétitions. Mais là, s'il le dit, on veut bien y croire. Maintenant, les champs de qualification pour les prochains Jeux paralympiques, il a cité l'haltérophilie, tir à l'arc, l'athlétisme. Bon, on attend de voir la suite des événements, mais je voulais surtout saluer ces Jeux africains ont été un succès qui vont impacter cette fédération pour les compétitions futures. On le souhaite bien, mais en tous les cas, bravo, félicitations à eux. C'est des fédérations qui sont parfois en difficulté, qui vont à des compétitions, elles ne vont pas avec beaucoup d'athlètes et avec de grands moyens, mais qui se battent énormément. On a reçu quelques champions ici sur notre plateau. Maintenant que bon vent à eux, qu'ils se préparent bien, qu'ils nous reviennent avec plus de médailles dans les différentes et les prochaines compétitions. Mais Roger Stéphane, j'ai l'impression que vous allez un peu contre les dits du président. Non, parce que ce qui est juste, c'est qu'un président de fédération, s'il reçoit un peu d'argent de la fédération, du ministère, il doit être reconnaissant et même tenir un discours diplomatique. Mais nous tous, nous savons que ces fédérations-là, très souvent, n'ont pas de grands moyens. C'est pas nouveau, c'est pas aujourd'hui, depuis tout le temps. Ces fédérations-là cravachent très dur, elles ont beaucoup de difficultés à avoir des moyens, d'abord pour se préparer, ensuite aller faire de bonnes préparations. C'est connu de tous. Maintenant, s'il y a une révolution qui est en train de se faire au niveau du ministère quant à la communication au financement des compétitions des différentes fédérations, on ne peut que saluer cela. Donc on va prendre le président au mot. Bravo, félicitations à ce qu'il dit, mais nous tous, nous savons que très souvent, vraiment très souvent, ces fédérations ont beaucoup de problèmes de financement. Ce qui n'est pas toujours le cas pour le football. Bon, on ne va pas citer le football, ça c'est un autre level, mais c'est connu que ces fédérations-là parfois ont des difficultés. Maintenant, bravo au ministère, si maintenant on se penche réellement sur le financement et sur le changement des financements en ce qui concerne ces petites fédérations. Coach Alain? Effectivement, ces petites fédérations ont vraiment des difficultés pour préparer les compétitions. Ils ont même des difficultés pour avoir des terrains d'entraînement. Souvent, ils s'entraînent dans des conditions qui n'honorent pas vraiment ces fédérations. Maintenant, si le président nous dit aujourd'hui que le ministère s'est penché vraiment sur la situation, aujourd'hui, tant mieux pour eux. Mais nous, on aurait vraiment voulu les voir dans des terrains adaptés, dans des salles adaptées pour les préparations. On va faire confiance au président qui nous dit que la fédération, le ministère s'est penché un peu sur leur cas et on espère bien qu'ils reviendront. Ils vont revenir de l'Égypte avec plus de médailles et pourquoi pas se qualifier pour les Jeux paralympiques. On espère en tout cas, on a hâte qu'ils nous ramènent d'autres médailles. Coach Koleya, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je vais juste ajouter, si aujourd'hui le président Trazier Pacom, aux yeux de la nation, dit que voilà, ils sont dans les conditions, c'est très bien. Parce que moi, je me rappelle encore sur ce même plateau ici, il y a de cela un mois, où un groupe d'athlètes paralympiques avaient du mal à se rendre à la compétition en Égypte. Et si aujourd'hui le cri de cœur que nous avons lancé depuis ce plateau a été attendu par nos autres autorités, nous pouvons que dire merci aux autorités et au ministre des Sports, parce qu'il est très important que toutes les disciplines sportives on essaie de les loger à la même enseigne. C'est vrai, le football reste le sport roi, mais il ne faudrait pas aussi négliger ces athlètes-là, surtout ces personnes handicapées-là qui vont représenter au plus haut niveau l'État de Côte d'Ivoire. Donc c'est tout à fait normal que l'État puisse mettre à la disposition de ces athlètes-là tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent dignement représenter l'État de Côte d'Ivoire. Bien sûr. C'était donc le focus et nous, sans plus tarder, on va passer à ce qui crée le buzz et c'est dans sa buzz.
Des prix délirants pour la dernière de Klopp. Il a annoncé qu'il partait de son poste d'entraîneur de Liverpool en fin de saison. Jürgen Klopp, puisque c'est de lui qu'il s'agit, justement déchaîne des passions auprès des supporters des Reds. Alors cette vidéo nous dit un peu plus. Regardons. C'est le 19 mai prochain, à Anfield, que Jürgen Klopp effectuera sa dernière apparition en tant qu'entraîneur de Liverpool. Ce sera face à Wolverhampton, une sortie qui déclenche une frénésie parmi les supporters. En effet, l'annonce du départ du technicien allemand a suscité une vague d'émotion chez les fans désireux de lui rendre un dernier hommage. La mobilisation est telle que cela a eu une répercussion sur le prix des billets pour le match d'adieu. D'après le Mirror, les tickets de 45 000 francs CFA sont passés à plus d'1 million de francs CFA sur le marché noir. Les sièges, situés tout juste derrière Jürgen Klopp, s'arrachent à des montants astronomiques estimés à 19 millions de francs CFA. Une inflation spectaculaire qui dépasse même celle observée pour la dernière d'Alex Ferguson à Manchester United, où les billets avaient atteint environ 2 millions de nos francs CFA. Quel fanatisme! Eh bien, dis donc, des prix délirants, hein, vraiment. Coach Alain. Ben, écoutez, quand tu es un entraîneur, on les appelle là-bas managers, quand un manager passe beaucoup de temps dans un club en Angleterre et qui glane des titres, son dernier match d'adieu, vraiment, c'est toujours difficile que les supporters se séparent de ce manager mythique où on se rappelle très bien le départ d'Arsène Wenger, on sait ce que ça a provoqué, le départ de Alex Ferguson, on sait ce que ça a provoqué. Aujourd'hui, Jürgen Klopp est en train de dire adieu à Liverpool, Liverpool qui l'a façonné à sa manière, Liverpool qui l'a ramené au top niveau. Vraiment, on ne peut que saluer cet homme-là, ce technicien, tacticien avéré. Peut-être qu'il va se reposer peut-être pendant quelques mois et puis après aller découvrir un autre championnat puisqu'il a déjà fait le championnat allemand où il a fait des prouesses. Aujourd'hui, à Dortmund, aujourd'hui, il fait la même chose à Liverpool. Peut-être qu'on va le retrouver soit en France ou bien dans un autre championnat ou encore il va faire quelque chose d'extraordinaire. J'aurais bien voulu qu'il reste encore national de l'Allemagne. Voilà, pourquoi pas retourner avec la Mannschaft qui est actuellement en difficulté. Ben, je pense qu'il va rebondir très vite, mais c'est un homme qui connaît bien son métier et il a besoin de cette manière de lui rendre adieu parce qu'il a vraiment apporté un plus à Liverpool. Voilà, et justement les passionnés du foot qui sont prêts à débourser des sommes colossales pour sa dernière. Hein. Oui, 30 000 euros, c'est pas donné. 30 000 euros, c'est près de 1,8 million, hein, si je ne m'abuse. Non. 30 000 euros, c'est presque 20 millions. 20 millions. 20 millions. Donc voilà, 18 millions, 20 millions, exactement. 19 millions, Voilà, 19 millions aussi. Donc c'est vraiment des sommes colossales que voilà, les supporters de Liverpool sont prêts à mettre pour ce dernier match, de leur mettre à penser. Mais ce que moi je veux retenir, au-delà de tous ces prix qu'a pu glaner Klopp, c'est la chaleur, c'est l'énergie, c'est la vie, c'est la communion qu'il a avec ses joueurs, qu'il a eu avec ce public. Et Klopp, on l'a vu, c'est cet entraîneur-là, est très expressif, qui n'hésite pas à montrer sa joie, à partager sa joie avec ses supporters. Et moi, c'est ce lien-là, pour moi, qui est très important. Le lien de l'entraîneur avec les supporters. C'est-à-dire que ça amène, au-delà des joueurs, ça amène même l'entraîneur à se sublimer chaque week-end, chaque dimanche. Parce que quand il sait que tout ce monde, tout ce public qui vient au stade, il doit pouvoir retourner chez eux avec beaucoup de plaisir, ça amène l'entraîneur forcément à se surpasser. Parce que Klopp, quand il venait à Liverpool, Liverpool était éteint. Il a su faire revivre, il a su apporter un nouveau souffle à ce Liverpool-là. Et c'était tout à fait normal qu'aujourd'hui, après tout ce temps passé à la tête de ce mythique club anglais, que tous les supporters de Liverpool vont sortir en grand nombre pour saluer ce monsieur, pour saluer ce maestro du football mondial, je le dirais. Bravo à Klopp. Et c'est tout mérité. Et nous souhaiterons, nous entraîneurs ivoiriens, pouvoir vivre
c'est un moment fort, Ah c'est un bon, moment hein? de communion avec le public. C'est Mais possible. dommage, Non, dommage. non, non, Quand tu c'est regardes dans nos possible. gradins, quand tu regardes dans nos C'est gradins, possible. Non, mais Marie-Christine, remplir félicitations. C'est chose possible. Ouais, c'est triste. Moi, personnellement, je pense que le public dans un stade a son importance. Bien Ça, sûr. vous ne pouvez pas le comprendre, mais en tant qu'entraîneur, il faut pouvoir le vivre un jour, diriger un match dans un stade Archicom. Je vous assure que c'est notre dimension, c'est notre rêve. Et nous espérons que un jour, notre championnat pourra, à l'image de ces... On espère, et ça va bien arriver un jour. public, c'est Didier, le un mot, deuxième Didier, homme, le micro. Pardon. Oui, un mot, justement. Vous étiez Non, je suis en train parler. de dire que le public, c'est le 12e homme. Voilà, et un mot par rapport Revenons à... à l'Angleterre, c'est-à-dire qu'en fait, il faut connaître qu'est-ce que c'est que l'Angleterre. C'est eux qui ont créé le football. Et Jürgen Klopp, c'est un entraîneur que j'affectionne. Personnellement, je l'affectionne. Ce qu'il a fait à Liverpool, c'est très rare, mais il est très intelligent. Il sait à quel moment sortir. Ouais. Voilà, il sait à quel moment sortir, il sort bien. Tous ces prix que vous voyez, ce n'est rien. En Angleterre, chaque année, avant que le championnat ne commence, tous les clubs, tous les stades sont à guichet fermé. Wow. Oui, c'est une manne financière qui est énorme. En Italie, vous avez la religion et le football. En Angleterre, vous avez le business et le football. Et le football. C'est exactement ça. Et franchement, j'aimerais bien te voir à la tête de la Mannschaft. Ouais. Voilà, parce que c'est... Non, c'est-à-dire que l'événement en question a plusieurs éléments à l'intérieur. D'abord, Jürgen Klopp, il est arrivé à Liverpool en octobre 2015. Donc ça fait 9 ans qu'il est au club. En 9 ans, il a gagné 8 titres. Et il a joué 3 finales de Ligue des Champions, dont une victoire en 2019 et un triplé Ligue des Champions, Coupe Championnat. Donc ça, c'est des chiffres en dehors de Ferguson, qui a fait près de 26 ans à la tête du club, à United. Klopp n'est pas logé très loin des plus grands. Deuxièmement, il fait partie des meilleurs entraîneurs au monde. Il y a 2 ou 3 ans, il était le numéro 1. Oui. Il n'y a que sur ces 2 dernières années que Pep Guardiola est venu peut-être le détrôner. Ouais. Donc, il fait partie des meilleurs entraîneurs au monde. Troisièmement, Et Ancelotti. voilà, et Ancelotti, Ancelotti, oui. Ancelotti qui est très, très régulier. Exactement. Troisièmement, c'est un Allemand. C'est un Allemand qui va dans un club anglais, qui est un club mythique, quasiment mort, qui le ressuscite et qui le ramène au premier plan. Forcément, il y a un lien fort qui se tisse entre un tel homme et le public de Liverpool. Donc, c'est ça qu'il faut célébrer. Donc, quand il part, forcément derrière, on va lui rendre hommage, on va lui dire au revoir, comme on se lui dit au revoir. Et moi, je suis un admiratif des supporters européens. Si seulement on pouvait aller à leur école. Très bien. Là, coach a dit que il aimerait voir le stade plein. Il y a quelques années, le stade était plein en Côte d'Ivoire. Bien sûr. Le stade Félix Houphouët-Boigny était plein dans les années Bien 80-90, sûr. quand l'ASEC Mimosa, l'Africa Sport, le stade d'Abidjan et le Stella s'y produisaient. Les stades étaient pleins. Mais parce qu'à cette époque-là, il y avait des communautés derrière les clubs. En Angleterre, il y a des communautés derrière les clubs. Mais il se trouve que nous, les Africains, nos communautés ont disparu de nos clubs locaux pour se déporter vers les clubs européens. C'est-à-dire que les gens à Korogo, à Bassam et à Bouaké, ils ne supportent plus les clubs de Korogo, Bassam et Bouaké. Ils sont couchés là-bas et ils sont supporters de Chelsea, de Bayern et Real de Madrid. Mais c'est une nationalité incroyable. Parce qu'ils ont droit à Canal+. Et c'est ça la faiblesse du football africain. Vous savez, le football, le développement du football, il s'est fait par les supporters. Bien sûr. La première manne financière d'un club, c'est les tickets, c'est les billets au terrain. Et quand, dans une saison, un club fait guichet fermé sur un stade de 40 000, 60 000 places, ce club-là ne peut jamais être pauvre. Il peut se permettre d'aller payer les Mohamed Salah. En tout cas, là, Et c'est un débat. Ouais, mais chez nous, c'est très intéressant. terrible. Hein. Il y a eu. Roger Stéphane, Non, mais s'il je vous vous plaît, dis, on doit avancer. parce que Oui. justement, il faut que nous, on se réveille pour développer notre football. D'accord. Voilà, il faut qu'on... Ça sera le sujet d'un Voilà, débat on va le faire, on va le lors faire. d'une autre Non, mais émission de franchement. la Non, mais- grande team, mais pas sur Là, ce là, plateau. c'est- Non, tu as Mais si on tellement marque une petite raison. pause, s'il vous plaît, on marque une petite pause. Voilà, on souffle un tout petit peu et on se retrouve. C'est pas le débat de ce soir. On se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite.
Alors, nous sommes en direct sur la 3, vous suivez votre émission La Grande Team. C'est un excellent sujet de débat qu'a soulevé tout à l'heure Roger Stéphane et je suis certaine qu'on en reparlera, c'est sûr, en long et en large, ici sur le plateau de La Grande Team. Coach Alain, ne me regardez pas comme ça, vous voulez ajouter quoi? Non, rien du tout. Rien. Rien du tout. Pour l'instant, rien du tout. Mais je suis sûre que vous allez ajouter quelque chose après. Coach, connais, je suis certaine. Mais on va avancer, messieurs, voilà. Et on va passer au sujet principal de l'actu de ce soir, donc direction l'actu. Alors, la question LGT de ce soir. Éléphant, la FIFA, la Fédération ivoirienne de football, a-t-elle la bonne approche pour convaincre les binationaux? Le numéro de téléphone de la 3, le numéro de téléphone justement qui est ouvert, le téléphone qui est ouvert, le 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99 pour participer à l'émission. Les footballeurs ayant de multiples nationalités font l'objet d'une convoitise particulière dans le football moderne. En ce qui concerne les éléphants, la FIFA a-t-elle la bonne approche pour convaincre les binationaux? On en parle après ce sujet préparé par la rédaction. La question de la nationalité sportive revêt un enjeu important dans le football moderne. Le rapprochement des frontières et le développement du football international ont conduit la Fédération internationale de football association FIFA à assouplir les conditions d'éligibilité des joueurs à une équipe nationale. Ainsi, les footballeurs ayant de multiples nationalités font l'objet d'une convoitise particulière. En Côte d'Ivoire, il faut remonter aux années 80 pour voir la sélection nationale s'attacher les services des binationaux. Boris Diéké peut être considéré comme le premier du genre à évoluer avec les éléphants. L'ancien défenseur de Tours et de Nantes a participé aux CAN 1986 et 1988 sous les couleurs de la sélection ivoirienne. D'autres comme Diaby Sekana, Cyril Domoro, Lassina Diabaté, Didier Angan et Saliou Lassissi ont suivi dans les années 90. À partir de la décennie 2000, la professionnalisation de la sélection sous le président de la fédération Jacques Anouma a permis d'attirer plus de binationaux, dont le plus illustre demeure Didier Drogba. Cette politique s'est poursuivie dans la décennie 2010 sous le président Augustin Sidi Diallo. Doublée des nouvelles règles de la FIFA, elle a permis d'enrôler notamment Max-Alain Gradel, Serge Aurier, Nicolas Pepe, Wilfried Zaha, Jonathan Kodja, Seko Fofana, Jérémy Boga, Maxwell Cornet et Sébastien Haller. L'équipe fédérale actuelle, dirigée par Yacine Idriss Diallo, est restée dans la même dynamique avec une nouvelle génération conduite par Fofana Yaya, Evan Ndika, Jonathan Bamba et Jean-Philippe Crasso. Malheureusement, dans son histoire, la Côte d'Ivoire a également connu moins de réussite avec d'autres binationaux, dont les plus remarquables sont Basile Boli, Roger Boli, Olivier Capot, Yoann Giroud, Serge Gnabry, Nathan Ake et plus récemment Brice Samba qui ont choisi de représenter la France, l'Allemagne, la Suisse ou encore les Pays-Bas. Actuellement, plusieurs footballeurs d'origine ivoirienne sont disséminés dans de nombreuses sélections de jeunes étrangères. Ceux-ci font l'objet d'une forte convoitise. Au-delà des stratégies d'approche des fédérations, le choix final revient aux footballeurs. Voilà, avant d'entamer notre discussion, je vous propose, messieurs, déjà de voir les règles FIFA sur l'éligibilité en équipe nationale. Les règles qui vont il faut dire que les règles, elles ont beaucoup évolué. Les règles sur l'éligibilité en une équipe nationale avant 2020. Un joueur peut changer de nationalité sportive à ses conditions, ne pas avoir joué de match officiel en équipe nationale et être né sur le territoire de l'équipe concernée. Sa mère ou son père biologique est né sur le territoire de l'équipe concernée. Sa grand-mère ou son grand-père biologique est né sur le territoire de l'équipe concernée. Avoir reçu pendant au moins... Avoir vécu pendant au moins 5 ans, c'est ça? Oui. Oui, 5 ans après avoir atteint l'âge de 18 ans sur le territoire de l'équipe concernée. Tout à fait. Voilà, on a sur le plateau, justement, un concerné, un binational. Ça continue, on va terminer donc à partir depuis 2020, un joueur peut changer de nationalité sportive, même s'il a joué un match officiel à ses conditions,
être âgé de moins de 21 ans au moment de la dernière sélection avec son association actuelle, ne pas avoir connu plus de 3 sélections A avec son association actuelle, 3 années au moins doivent s'être écoulées depuis sa dernière sélection en A, n'avoir jamais participé à une Coupe du Monde ou à une compétition organisée par une confédération, être détenteur de la nationalité du pays qu'on souhaite représenter lorsqu'on a commencé à jouer en match officiel avec son association actuelle. Voilà, c'est terminé maintenant. C'était pas chose facile en tout cas. C'est pas chose Les règles facile. ont beaucoup évolué. Les règles ont beaucoup évolué, comme vous l'avez dit. Didier, justement, on vous a vu tout à l'heure dans l'élément, bon, vous étiez beaucoup plus jeune. Tout à fait. Comment ça s'est passé pour vous? Comment est-ce que vous avez porté votre choix sur la sélection ivoirienne et comment est-ce que la Fédération ivoirienne de football vous a approché? Ok. Il faut faire la différence. Nous avons 2 genres de binationaux. Voilà. Nous avons le binational qui est naturalisé, qui est mon cas, et nous avons des parents immigrés dont les enfants sont nés en Europe. Ils sont nés en Occident, disons. C'est plus difficile pour celui qui est né en Occident de faire un choix. Il est né, il a ses conditions, il a tout cet encadrement sportif qui n'a rien à voir avec nous. Mais nous, étant nés ici, je n'ai pas joué le championnat ivoirien, mais j'ai joué les comités, j'ai joué tout, voilà, tout ça. Donc, on a ce côté un peu patriotique, là, tu vois, qui nous pousse, nous sommes tous appelés à venir jouer dans notre pays. Maintenant, le binational, c'est quoi? Les règles ont évolué parce que on te bloquait très tôt. Basile, il a eu ce cas. Roger, il a eu ce cas. Il suffisait que tu fasses un match amical, simplement, avec la France, que tu ne pouvais plus jouer pour ton pays. Donc, on a perdu beaucoup de très grands joueurs. Il y a un joueur ivoirien que beaucoup de personnes ne connaissent pas, qu'on appelle Alou Bernard, qui a été formé avec moi au Paris Saint-Germain. Super joueur. Mais il a eu, c'est pas péjoratif ce que je vais dire, mais il a eu la malchance de faire un match amical avec l'équipe nationale de France. Et ça a été bloqué pour lui et c'était fini pour la sélection ivoirienne. Mais franchement, pour les binationaux, ce qu'il faut, c'est leur donner les conditions. Voilà, c'est vraiment les conditions. Un professionnel, un binational, on n'a pas besoin d'argent. On est salarié dans nos clubs. Nous sommes tous des salariés. Mais quand on arrive dans une équipe nationale, il faut que cette équipe nationale remplisse les conditions. Vous prenez, il y a la France, mais il y a la France, elle ne peine pas. Clairefontaine est là, ça s'est créé. Tu finis de jouer, tu n'as même pas besoin de savoir qu'est-ce que c'est qu'une prime de match. Tu rentres chez toi, ta prime de match, elle est sur ta fiche de paie. Voilà. Tout ça, c'est des choses qu'on a eu du mal par rapport à l'Afrique. Bon, il y a les jeunes de maintenant, ça se passe très bien. À notre époque, il fallait discuter. Les primes de match, on pouvait rater des avions, on n'était pas d'accord, il y avait des prises de bec, il y avait tant. Mais on évolue. On évolue, ce qui va plus nous attirer les binationaux. Voilà, c'est-à-dire, il faut qu'ils se sentent à l'aise, comme si, d'où est-ce qu'il vient, il se retrouve. Je parle des infrastructures. Bien sûr. Et c'est très important parce que ce n'est pas de l'argent qui fait le football, c'est les infrastructures, mais tout ça, c'est aussi de l'argent. Mais la Fédération ivoirienne de football ne manque pas de ça. Voilà, elle ne manque pas de ça. C'est simplement de savoir le convaincre. Voilà. Moi, j'ai été convaincu, on a été. Quand je dis je vais parler de la génération 98 à 2000. Ouais. On a été convaincu par un entraîneur comme Robert Nouzaret. Voilà, c'est quelqu'un qui nous a tenu un discours mais tellement propre, tellement intelligent, tellement professionnel qu'on a adhéré à son projet et nous avons tous participé à cette CAN. Et quand vous voyez, je vous prends des Jonathan Bamba, des Ikoné, ils étaient hésitants. Ouais. Voilà, ils étaient tous hésitants. Est-ce qu'on vient en équipe nationale de Côte d'Ivoire? Mais vous venez en équipe nationale de Côte d'Ivoire, Bamba, il est témoin de ça, il est champion d'Afrique. Ouais, l'équipe de France, c'est difficile parce que la plupart des joueurs qui composent l'équipe de France, même s'ils sont français, à la base, ils sont binationaux parce que c'est des enfants d'émigrés. Bien sûr. Voilà. Donc, moi, je pense qu'il faut que la Côte d'Ivoire mette les infrastructures à disposition de tous ces binationaux.
Voilà, très bien. Bon, messieurs, on a donc eu l'exemple palpable de Engan Didier, justement, et j'ai besoin maintenant de vos différentes réponses avec la question LGT. Est-ce que la FIF a la bonne approche pour convaincre les binationaux, oui ou non? Vos panonceaux. Didier, vous allez répondre aussi. Vous avez le petit panneau juste devant vous, Didier. Donc, oui ou non? Là, vous me donnez un oui, hein? Oui. D'accord. À 100%. Donc, oui pour Didier, oui pour coach Koneyaya, non pour Roger Stéphane et non aussi pour coach Alain. Avant de vous écouter, nous avons un appelant. Nous avons monsieur Dié Stéphane qui nous appelle de Port-Bouilly. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Comment vous allez? Oui, je vais très bien. D'accord, ravi. Alors, bienvenue sur le plateau de la Grande Team. On vous écoute par rapport à la question LGT de ce soir. Je vais saluer d'abord la Grande Team. Bonsoir. Salut. Bonsoir. Alors que mon point de vue, c'est que je pense que la FIFA a une très bonne approche. D'accord. Moi, en tout cas, je vois. Parce que les effets sont là. On a eu les Didier Drogba, on a eu des Salomon Kalou, Guy Demel, Matt Gadet, j'en passe. Moi, en tout cas, je pense que c'est satisfait. C'est un bilan satisfaisant. OK. Mais le problème que je déplore, c'est que, au niveau de l'engagement des joueurs, soit s'ils viennent par amour, le maillot, ou soit parce qu'ils ont été refusés dans d'autres pays pour qu'ils viennent choisir la Côte d'Ivoire. Moi, je pense que sur ce côté-là, il faut essayer de taper sur la table. D'accord. Voilà, je pense que ce côté, il faut essayer de revoir. Et aussi mettre les joueurs dans les conditions adéquates. Aujourd'hui, regardez la fédération française. Ça donne envie de jouer. Parce qu'il donne des conditions aux joueurs. Il est à l'aise. Il se sent bien dans l'équipe où il joue. Il n'y a pas de problème de prime. Il n'y a pas de problème d'hôtel. Vraiment, c'est des mots qui fatiguent l'Afrique. Je pense qu'on doit essayer de voir ça. Je pense que si on essaie de voir ça, ça va aller en tout cas. C'est mon point de vue et je vous remercie. Et qui doit essayer de revoir la FIF? Non, mais c'est la FIF. D'accord, OK. C'est la FIF, c'est la FIF. D'accord. Donc finalement, la FIF n'a pas une si bonne approche que ça. La FIF doit revoir ce côté. Oui, de ce côté, il doit arriver. D'accord, très bien. C'est bien noté. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre participation. Merci beaucoup. La FIF, la Fédération ivoirienne de football, donc, a-t-elle la bonne approche pour convaincre les binationaux? Coach Koneyaya, vous avez dit oui. Oui, moi déjà, je vais prendre les trois années. Hein. Déjà, en septembre 2022, à marge des matchs amicaux que les éléphants devaient livrer en France, on a tous vu le président de la FIF, Yacine Idriss Diallo, et voilà, qui, à marge de ces matchs amicaux-là, a fait du lobbying auprès de certains jeunes joueurs de la diaspora. Il a reçu 15 binationaux, dont aujourd'hui, 2 ans, 3 ans après, qui se sont révélés à travers Oumar Diakité et même Adengra, qui à l'époque était encore avec Saint-Gallois en Belgique. On a aussi cette belle révélation qui est Oumar Diakité, qui à l'époque encore était avec Red Bull de Strasbourg. Donc, il y a 2 ans, 3 ans, le président a fait un lobbying par rapport à ce joueur-là. Aujourd'hui, que nous ont donné la CAN. Voilà, donc c'est pour lui d'ailleurs, et je dirais, un pan important de son programme, faire le lobbying, mais aussi redynamiser le secteur du championnat des jeunes en Côte d'Ivoire. Parce que on est super bien en lobbying par rapport aux binationaux, mais j'en parle parce que il ne faut pas aussi oublier ces jeunes gens qui jouent dans nos championnats, dans nos championnats locaux, qu'il faut aussi pouvoir valoriser. Sinon, en matière de lobbying, pour ma part, je dirais oui, parce que quand même, on a vu des grands noms, Didier Drogba, pour ne citer que celui-là, est passé. Et aujourd'hui, voilà, qui est devenu un joueur interplanétaire. Donc, pour moi, l'approche est bonne. L'approche est bonne. C'est vrai qu'il y a aussi beaucoup d'améliorations à faire, parce que quand on prend le cas de Wilfried Zaha, c'est vrai, on en rit, on rit, on s'en moque avec, mais en vérité, Wilfried Zaha pose aussi des problèmes assez réels au sein donc, de notre sélection. Voilà, quand il se plaint, par exemple, de l'accueil, de l'hôtellerie, de la restauration, comme l'a dit tout à l'heure Anga, voilà, comme l'a dit tout à l'heure Anga Didier, ben, ils sont habitués à un mode de vie
ces binationaux-là, donc quand il arrive, le minimum, ce n'est pas l'argent, mais le minimum, c'est d'arriver quand même dans un environnement assez propre, assez sain, pour qu'ils puissent aussi avoir tout leur potentiel pour pouvoir donc donner le meilleur d'eux-mêmes pour leur nation. D'accord, ok. On a vos avis. Je vais me tourner sur la page Facebook de la 3. On a Serge Pacom Assouan qui nous dit non et non. Notre fédération n'a vraiment pas la bonne approche et les stratégies pour convaincre les binationaux. Les gens sont trop attentistes. Si rien n'est fait, on pourra perdre beaucoup de talent. On a aussi Innocent Koné qui nous dit bon débat. Non seulement nous n'arrivons pas à gagner des binationaux du côté de l'Europe parce que les sélections européennes sont plus attractives que la nôtre, mais pire, nous commençons à perdre de plus en plus de talent au profit des sélections africaines. C'est inadmissible. Et au lieu de se battre sur chaque dossier, on entend des responsables à un haut niveau dire qu'on a d'autres nombreux talents. Non, messieurs de la FIF, si vous transigez, il y aura beaucoup de fuites de talent. Voilà. Les gens insistent beaucoup justement sur la perte de talent. Roger Stéphane et Coach Alain nous ont dit non, n'est-ce pas? Coach Alain, on vous écoute. Écoutez, moi je dis non dans la mesure où quand un binational arrive ici en Côte d'Ivoire, il faut essayer, dans un temps un peu vers la fin de sa carrière, d'impliquer ce binational-là dans le développement du sport en général. Parce qu'aujourd'hui, il est un binational. Quand il arrive en Côte d'Ivoire, qui finit de faire sa carrière, quel est l'impact, quel est ce qu'il apporte au football local? Ou bien quel est ce qu'il apporte à son football de son pays, au football de son pays? Est-ce qu'il intègre la fédération? Est-ce qu'il intègre un club? Est-ce qu'il vient avec une idée de pouvoir développer quelque chose derrière? Est-ce qu'il est acquéreur d'un club à l'extérieur ou bien il est acquéreur d'une académie ici sur place où il doit former des jeunes gens pour leur permettre d'aller monnayer leur talent ailleurs, pour tirer, pour voir les meilleurs joueurs là venir compétir en équipe nationale de Côte d'Ivoire? C'est ça l'intégration en réel d'un binational. Ce n'est pas venir jouer seulement pour les compétitions, gagner la CAN, représenter la Côte d'Ivoire, jouer le mondial. Et après la carrière, qu'est-ce qu'il apporte au pays? Voilà le gros problème. Donc, quand on va vers un binational pour essayer de le faire venir, il faut que derrière, il ait une politique d'intégration après sa carrière. Pendant et après sa carrière. Il faut qu'il y ait cette politique-là qui emmène le gars à s'investir dans le pays. Mais s'il n'y a pas cette politique derrière, le gars il sera toujours réticent. On prend l'exemple toujours de ceux qui vont peut-être en Allemagne, en France, tout ça, parce qu'il y a une politique derrière. Après leur carrière, vous voyez tous, parmi tous les binationaux, comme on les appelle, qui ont intégré l'équipe nationale de France ou bien d'Allemagne, après leur carrière, ils sont toujours soit dans les circuits du football, ou bien ils font autre chose pour développer un peu quelque chose qui apporte toujours un plus au football. C'est ça qui fait la différence. Chez nous ici, on ne leur permet pas de s'investir à 100% soit dans du business ou bien dans des affaires. On oublie que ces affaires qu'ils vont faire auront des retombées sur le football, dans le football. Aujourd'hui, on parle des villes où il n'y a pas d'attraction, tout ça. Mais si on prend un binational, qu'on lui confie une ville, qu'il est ambassadeur de cette ville, vous allez voir les relations qu'il va tisser avec son club où il a quitté, ou bien avec tous les clubs où il est passé, et investir dans l'académie qui est dans cette ville-là. Vous allez voir ce que ça va apporter au football ivoirien. Donc voilà. D'accord, oui. Coach Alain. Didier n'est pas du tout d'accord, oui. Non, c'est pour ramener un peu d'eau à son moulin. Coach Alain, le binational, celui qui est né en France, qui ne sait même pas qu'est-ce que c'est que la commune de Yopougon. Il ne sait pas qu'est-ce que c'est qu'une commune ici en Côte d'Ivoire. Mais celui qui est naturalisé, il le sait. Ça rejoint ton discours. Celui qui est né en France, ce n'est pas seulement que la Côte d'Ivoire. Le Sénégal a le même problème. Gabon a le même problème. Tous ça, ils ont le même problème. Le Maroc, tout le monde. Ils ont le même problème parce que c'est des enfants qui sont nés là-bas, qui ne connaissent pas un pays. Ils viennent juste pour jouer au football. Donc, comment cela, tu peux les intégrer? Là, quelque part, je te rejoins. Tends-leur une perche. Tu comprends? Emmène-leur vers eux. Qu'est-ce que tu peux nous apporter comme développement? Qu'est-ce que tu peux nous apporter comme temps? C'est très important parce que le binational, quelque part, je parle du binational qui est né en Occident. Il est perdu. Oui. Ça, je ne vous cache pas, il est perdu. Ouais, parce que je le vis au quotidien, je les connais, je les gère, je les manage, tous ces jeunes gens. Donc, ils sont perdus. Il y a le cas de Wilfried Zaha, comme il y a le coach qui le disait tout à l'heure. Mais Wilfried Zaha, il n'est pas impoli, il n'est pas indiscipliné. S'il était impoli, indiscipliné, comment on arrive à le gérer à Crystal Palace?
Comment on arrive à le gérer là? Non, c'est simplement que le petit, il ne se retrouve pas. Il ne se retrouve pas. Parce que quoi? Il n'est pas dans les conditions qu'il faut. Il a l'habitude et puis il voit qu'il y a moins de professionnalisme. Excusez-moi, quand il se plaint que certains joueurs sortent, il n'a pas tort et ça ne date pas d'aujourd'hui. Même moi, j'en fais part. Voilà, de cette génération qu'on a vu. Tu prends 84, les binationaux, Otto Corée, Youssouf Afanato, ils étaient 5. Je parle par génération. Tu prends moi, ma génération, on était 15 ou 20. Tu prends la génération d'aujourd'hui, tu n'as aucun local. C'est que des binationaux. Maintenant, là où je te rejoins, je suis tout à fait d'accord avec toi. Emmenons-les vers nous. Disons-leur que c'est votre pays, c'est le pays de ton père ou de ta mère. Voilà ce qu'il faut. Qu'est-ce que tu peux nous apporter au développement? Parce que tous ces jeunes-là, ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de ça. Il y a le football là. Tu les vois, regarde, ça me fait tellement mal et ça me fait plaisir de le dire que je suis tellement habitué à former ces jeunes amateurs, tout, à développer. Ils abandonnent tous les études pour être professionnels, tout. Et en fait, il y a les enfants là, ils se cassent les dents parce qu'un enfant d'aujourd'hui, le championnat ivoirien ne lui dit plus rien. Il est en train de rêver pour aller jouer au Paris Saint-Germain, pour aller jouer. Non, commence chez toi. Et pour commencer chez toi, il faut ce développement que tu es en train de dire. Très bien. Et là, je te ramène. D'accord, très bien dit. On va poursuivre le débat, hein, ne vous inquiétez pas, messieurs. On vous a entendu un peu tous sur la question, on n'a pas entendu Roger Stéphane. Non, c'est-à-dire que j'ai mis non pour deux raisons. D'abord, je ne suis pas certain que à la fédération, il y a une stratégie élaborée sur un document écrit où il y a une politique pour les binationaux. Je ne suis pas certain. Parce qu'on ne peut pas mettre sur pied une politique pour les binationaux. On ne va pas concentrer son énergie sur des garçons qui sont nés et formés dans un autre pays et qui eux-mêmes ont envie de jouer pour notre pays. Je dis, je ne suis pas sûr que ça existe. La priorité, ce sont les joueurs locaux. C'est ici qu'il y a la priorité parce qu'on doit privilégier ceux qui sont ici, qui sont les valeurs réelles sur lesquelles on peut compter parce qu'ils nous appartiennent et non sur les binationaux. La question des binationaux, d'abord, elle est liée au coach. C'est généralement quand un coach veut un joueur que derrière, en deuxième position, se met en place une diplomatie pour aller négocier avec le garçon. Mais il faut savoir que pour les binationaux, chaque cas est différent. C'est du cas par cas. Et les négociations sont parfois tellement difficiles que le projet est souvent piloté par les présidents de fédération eux-mêmes. Ça a été Jacques, ça a été Sidi, aujourd'hui c'est Idriss Diallo. Parce que c'est un sujet très sensible et les cas sont parfois extrêmement difficiles. Ça, c'est le premier élément. Donc, si vous voulez, il n'y a pas une politique réelle axée dans ce sens-là. Je ne suis pas sûr qu'il en existe. Deuxièmement, c'est le danger. Le danger, c'est qu'il y a beaucoup de binationaux dans nos sélections. Sur la dernière CAN, les 27 joueurs qu'on avait, vous avez 14 joueurs formés au pays, 4 joueurs formés en Europe et 9 binationaux. 9 sur 27, ça fait 33% de l'effectif. 33% de notre effectif, c'est des binationaux. Sur l'équipe type des éléphants, si on en fait une comme ça, vous avez 4, 5 ou 6 qui sont là et qui peuvent être des titulaires. Fofana, Evans, Haller, Bamba, Willy, Pepe, Crasso et autres Boga. Donc, il y a une prise de pouvoir subtile qui est en train de s'opérer des binationaux dans les sélections nationales. Ils sont bien formés, ils sont très forts, ils s'imposent de plus en plus, ils deviennent incontournables. À cette allure-là, si on ne fait pas attention, les joueurs locaux vont disparaître. Et c'est ça mon inquiétude. C'est votre inquiétude. C'est-à-dire que si on ne fait pas attention, si on ne fait pas attention, on va tuer la formation locale au profit des binationaux. C'est un gros danger. Et c'est ça mon inquiétude pour dire, est-ce qu'on peut se permettre dans une fédération d'avoir une politique pour aller chercher des gens qui sont formés ailleurs? Moi, ça m'inquiète au détriment du football local. Pour l'instant, s'il vous plaît, ne sortons pas du thème de ce soir. On a un appelant. On a M. Soumaoro Mamadou qui nous appelle d'Aniama. Bonsoir, M. Soumaoro. Bonsoir, madame. D'accord. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci. D'accord. Je salue toute la team. Merci. Salut. Bonsoir. Voilà. On vous écoute. Hein. La FIFA a-t-elle la bonne approche pour convaincre les binationaux? Je profite pour faire un gros coucou à mon coach Alain. Merci. D'accord. On vous écoute maintenant. Le coucou est fait. Pour ma part, je pense que sur le plateau, je pense qu'il y a un peu de mélange. Les gars confondent les binationaux, en fait. Parce que le coach a dit dessus là que Ouma Diakité est autre. Il faut dire que Ouma Diakité n'est pas binational. Hein. Ouais. Ouma Diakité est un joueur qui a été formé en Côte d'Ivoire. Et il est parti monnayer son talent ailleurs. Quand on dit un binational, peut-être
c'est un Ivoirien d'origine. Peut-être qu'il y a des parents qui sont allés s'expatrier en Europe, ils ont eu des enfants. Ce sont eux qu'on appelle les doubles non, c'est pas véritablement ça. Vous savez quoi, M. Soumaro, c'est mieux de répondre à la question LGT. Calmez-vous, Laissez-le terminer. Non, continue. Allez-y à la question LGT, s'il vous plaît. La question LGT, sinon on sera obligé de vous couper. La Fédération ivoirienne de football n'a pas de politique convaincante pour pouvoir attirer les binationaux dans notre équipe nationale. La politique échoue depuis fort longtemps. Parce que quand tu fais appel à un binational pour venir à l'équipe nationale, il faut mettre tous les moyens à son actif pour qu'il puisse être intégré le plus mieux possible. D'accord. Quand ils viennent là, ils ne connaissent pas la Côte d'Ivoire, ils viennent, la première des choses d'abord, c'est pour venir jouer au football. Et quand ils viennent jouer au football, après le football, qu'est-ce qu'ils deviennent? Parce qu'il y a d'autres qu'on appelle une fois, on les utilise une fois et on les jette. Ça donne une leçon aux autres qu'on essaie de convaincre pour venir jouer à l'équipe nationale. Parce qu'il y a tu vas prendre un joueur qui va venir aujourd'hui, il va venir jouer un match, 2 matchs. Peut-être qu'on ne va plus l'appeler. Mais si on a d'autres joueurs qui ont même l'esprit de venir jouer en Côte d'Ivoire, qui pensent au sort de l'autre, je pense qu'ils seront un peu réticents. D'accord. OK. Ils seront un peu réticents pour venir jouer à l'équipe nationale. C'est bien noté en tout cas. Voilà le cas aujourd'hui du petit Diomandé Baba. Le petit Diomandé Baba a été sélectionné avec l'équipe Espoir de la Côte d'Ivoire. Et à notre grande surprise, on voit qu'il est dans la liste de l'équipe A du Ghana. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, la fédération ne nous a pas fait de communiquer sur le sort du petit pour nous dire « Ah, nous avons entamé des démarches sur ce truc, voici ce qui se passe, voici ce qui se passe. » Et si on ne fait pas attention, ce sont nos enfants même qui viendront nous gagner chez nous. On a vu le cas avec le Mali et avec l'aîné d'Angelès. Et ce cas de trucs là va se répéter. D'accord, c'est bien noté en tout cas, on a eu votre avis. Merci beaucoup, M. Soumaro Mamadou. Bon, pour que ce soit clair dans l'esprit de tout le monde, Encore Didier, vous qui êtes un binational, pouvez-vous expliquer s'il vous plaît qu'est-ce que c'est qu'un binational? Pour que ce soit clair pour tout le monde. Je sais, vous l'avez expliqué, mais apparemment d'autres personnes n'ont pas entendu. C'est simplement quelqu'un qui a une double nationalité. Voilà. Voilà, c'est aussi simple. Voilà, monsieur, comment il s'appelle? Monsieur Soumaro Mamadou, oui, l'appelant. Il s'est trompé. Voilà, carrément, parce qu'il ne sait pas qu'est-ce que c'est qu'un binational. Un binational, c'est simplement une double nationalité. Maintenant, ce qu'il dit, qui n'est pas faux, normalement, en tant qu'une fédération, quand tu es très, très bien organisé, tu n'as même pas besoin d'aller chercher un binational. Le binational doit venir vers toi. Pourquoi? Tu t'occupes de ta formation, tu t'occupes de ton championnat. Occupe-toi de ton championnat. Exactement ça. Je vais vous prendre un exemple d'un entraîneur que j'ai eu, qui a eu comme directeur sportif, qui a gagné la Coupe d'Afrique avec le Nigeria, qui est Gernot Or. Gernot Or, il a été pris comme le sélectionneur du Nigeria, mais pendant 1 an à 2 ans, il est resté à sillonner tout le championnat. Il a pris 11 locaux, 11 binationaux. Il a gagné la Coupe d'Afrique. À la fin, c'est les locaux qui étaient les titulaires. On a vu, moi, après la Côte d'Ivoire, la deuxième équipe que je supportais sur cette CAN, c'était l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud jouait avec 7 locaux de Mamelodi Sundowns. Oui. Ils ont fini avec 9. Donc, les binationaux, tout ça, au moins qu'il ait du talent, un Drogba, un temps que tu ne peux pas t'en passer. Mais il y a certains qu'on peut s'en passer. Franchement, ça, je vais vous le dire, il y a certains qu'on peut s'en passer. Et là où je rejoins coach Alain, que cette fédération-là, elle met toutes ses forces sur le championnat national, sur la formation. C'est très important. Parce que ce que les gens ne savent pas, comme ils ne sont pas un métier, il y a Christophe Janot qui a 26 ans sur le continent africain. Il a été scout de tous les grands clubs. Il m'a dit, Didier, j'ai fait tous les pays africains. Mais le seul pays où il y a une pépinière de joueurs, c'est la Côte d'Ivoire. Et quand tu vois qu'on a des enfants à très bas âge, comme un Adingra, qui se retrouvent au Bénin, d'autres se retrouvent au Burkina, d'autres se retrouvent au Ghana. Pourquoi? Parce qu'au Ghana, il y a eu de très grands centres de formation qui ont été créés. City a investi. Voilà. Donc, ça va encore rejoindre beaucoup de choses. Un professionnel, c'est nous les anciens professionnels, c'est nous qui avons les moyens
de pouvoir créer quelque chose, pour pouvoir attirer cette gamin, pour ne pas qu'il puisse s'évader. Déjà, vous parlez des gamins, justement, s'il vous plaît, monsieur. Voyons déjà, je vous propose de voir la liste non exhaustive des binationaux ayant choisi les éléphants. Alors, liste non exhaustive des binationaux ayant choisi les éléphants, années 80-2000, Boris Djeket, Diaby Sekana, Cyril Domoro, Lassina Diabaté, Zéré Patrick, Didier Angan et Lassissi Saliou. Oui. Année 2010, Olivier Tebili, Dagui Bakari, Ayeli Serge, Didier Drogba, Akale Kanga, Faye MS, Aboulaye Mete, Gérard Nyawa, Guy Demel, Steve Gouiri, Stéphane Leboué, Souleymane Bamba. À partir des années 2000-2015, Ismaël Traoré, Max Alain Gradel, Cheikh Doukouré, Jean-Daniel Akpa Akro, Ismaël Diomandé, Serge Aurier, Sayouba Mandé. Depuis 2020, Sébastien Haller, Fofana Yaya, Jonathan Bamba, Jean-Louis Crasso, Ndika Evans. Et puis les années 2015-2020, Nicolas Pepe, Lamine Kone, Wilfried Azar, Giovanni Sio, Jonathan Kodia, Doumbia Suleiman, Jean-Philippe Gbamin, Johan Boli, Maxwell Cornet, Seko Fofana, Jérémy Boga et Willy Boli. Et dans la foulée, en même temps, voyons justement ceux qui n'ont pas choisi de défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire. Évidemment, beaucoup ont choisi d'autres sélections. Alors, sur la liste, pour la France, on a Basile Boli, le grand Basile Boli, Roger Boli, Martin Djetou, Djibril Cissé, Olivier Capot, Abou Diaby, Joris Nyagnon, Timoué Bakayoko, Wesley Fofana, Brice Samba. Pour l'Allemagne, on a Serge Gnabry et Jonathan Tah. Pour la Suisse, on a Johan Djourou. Et puis pour les Pays-Bas, Nathan Ake, le défenseur de Manchester City. Voilà, messieurs, on va poursuivre le débat. Oui, coach. Vous voyez, coach que la Côte d'Ivoire peut simplement, avec les binationaux, faire deux équipes nationales avec ceux qui n'ont pas une équipe nationale. Alors, ce qui veut dire qu'on gorge de talent, on gorge énormément de talent. Voilà, moi je veux juste recadrer le débat parce que la question est claire. Est-ce que la FIF a la méthode, la bonne approche pour convaincre les binationaux? Pour convaincre les binationaux. Oui. Voilà. Et moi là-dessus, j'ai dit oui. Voilà, même lorsqu'on regarde l'ossature de notre dernière sélection que nous a remporté la CAN, on a eu des indicats. On a eu à l'heure, on a eu pas mal de binationaux qui ont valablement défendu le drapeau national. Maintenant, c'est vrai que la FIFA échoue par moment à convaincre certains joueurs binationaux de venir, tels que, je vais parler de Aïe et Mobwe Bakayoko, et bien d'autres. Voilà, Wesley Fofana. Et voilà, qui refuse de venir en sélection nationale de Côte d'Ivoire, certainement par rapport aux raisons que Angan Didier a évoquées. Oui. Voilà, parce qu'il veut quand même une certaine lisibilité avant de s'engager. Certes, c'est vrai que c'est la nation de leur progéniteur, mais il ne peut pas aussi s'engager à tous les prix. Mais voilà, aujourd'hui, comme l'a dit, je vais reprendre ce qu'a dit Roger Stéphane, ces binationaux aujourd'hui sont en train de prendre le pas sur les nationaux. Mais encore que je dis que c'est peut-être un peu une injustice, parce qu'aujourd'hui tout le monde court après les binationaux. Et à part, comme il a dit lors de la dernière CAN, l'Afrique du Sud qui a démontré qu'avec les locaux, on peut aller loin. Mais là encore, quand on regarde le championnat sud-africain comparé au championnat ivoirien, il y a un fossé. Donc, moi, je dis, oui, la FIF a la méthode, à la bonne approche, mais il ne faut pas aussi oublier ces jeunes gens qui naissent, qui grandissent dans ce championnat local qu'il faut aussi valoriser. D'accord. Oui, coach Alain. Moi, je pense que je le dis toujours et je le répète. C'est vrai, tout le monde va dire que la FIFA a la bonne approche. Moi, je prends toujours les exemples de nos anciens qui sont partis, qui ont été des binationaux. Et après, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Qu'est-ce qu'ils ont apporté au football ivoirien, au football local?
Je suis natif. Je prends un exemple. On va dire aussi que les conditions d'avant et celles de maintenant ont beaucoup... Même ce qu'on a eu dernièrement en 2000, ceux qu'on vient d'avoir en 2000, qui viennent à peine d'arrêter leur carrière, après la carrière internationale, qu'est-ce qu'on leur a proposé derrière? Aujourd'hui, on nous parle de... Il faut qu'ils soient dans les conditions. D'abord, dans un premier temps, il faut que la fédération elle-même ait son Clairefontaine. Ça, c'est de un d'abord. On n'a pas de Clairefontaine. On est là, on s'entraîne ici aujourd'hui, demain on s'entraîne là, on n'a pas de Clairefontaine. Il y a le 7e, non? À Benjaville. À Benjaville. Centre national technique de Benjaville. Jamais une équipe A s'est entraînée sur ce terrain, à ma connaissance. Les seules sélections qui sont entraînées sur ce terrain sont les sélections jeunes. Oui. Tout le monde est d'accord là-dessus. Ça, c'est déjà une grosse erreur. Quand on crée un centre de cette envergure, l'équipe A doit être la première qui doit s'entraîner d'abord sur ce terrain. Quand l'équipe A s'entraîne sur ce terrain et qu'on sent que les conditions ne sont pas bonnes, ça amène nos fédérations à améliorer ces conditions de telle sorte qu'elles rejoignent les conditions dans les clubs d'où viennent ces binationaux. On a l'espace pour améliorer ces conditions-là. Là, déjà, vous donnez quelques propositions à la FIFA. Oui. D'accord, pour avoir la bonne approche par rapport... Pour avoir la bonne approche. Ça, c'est de un. De deux, quand le gars il arrive, je prends un exemple. Le gars, il vient de Toumoudi ou bien il vient de Dabou. Ce sont ses racines. Après les matchs, il faut qu'il y ait une délégation qui parte l'accompagner pour qu'ils prennent le pouls de la situation d'où viennent ses parents. Exactement. Quand il a cet amour de ses parents, quand il retourne, il est pressé de revenir et lui-même, de ce qu'il va expliquer, ça va amener d'autres binationaux à courir vers les sélections. Et ça va permettre à développer notre football local. Pourquoi on parle aujourd'hui du football n'est pas attrayant? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'accompagnement derrière. Qu'on le veuille ou pas, il n'y a pas d'accompagnement derrière. Ça fait 2 ans, 3 ans, le football se joue seulement qu'à Abidjan. Ah oui. Aujourd'hui... 2 ans, 3 ans. Oui. C'est depuis 2002. Voilà. Le football se joue seulement qu'à Abidjan. Aujourd'hui, il y a des régions, s'ils ont des équipes en Ligue 1 ou bien en Ligue 2, ils vont remplir des stades. Ils vont remplir des stades, on va avoir des recettes pas possibles et vous allez voir que ça a tiré notre football vers le haut. On va tirer des joueurs là-bas qui seront compétitifs, qui vont se retrouver un jour en équipe A. Quand on prend le cas de ceux qui sont aujourd'hui en équipe A, Franck Kessier, de tout ça, ils sont partis d'où? Des quartiers précaires. Je l'ai dit, ils sont sortis d'où? Des terrains où on ne pensait même pas qu'un jour, ces enfants allaient être professionnels. Mais aujourd'hui, il faut simplement que cette fédération-là essaie tant soit peu d'emmener nos binationaux qu'ils amènent ici à aller s'intéresser au football local. D'accord. OK. C'est bien dit. Bon, messieurs, on va aller du coup sur un étape par rapport aux propositions justement pour la Fédération ivoirienne de football pour avoir la bonne approche par rapport aux binationaux. Non, je dis qu'il y a un gros risque à l'intérieur. Je n'arrête pas de vous dire ça. Parce que si on est là... Oui, Stéphane, là, on parle les propositions. Oui, mais je change pas le débat. Parce qu'il ne reste pas assez de temps. La proposition que je fais à nos fédérations, c'est d'axer une véritable politique de formation dans nos pays. Ouais. C'est à ce rythme-là que nous pouvons avoir de la qualité comme les binationaux. Parce que si on doit mettre sur pied une politique qui concerne les binationaux, à la longue, on va tuer la formation au plan local. Je vais vous donner des chiffres. Sur certaines sélections, le Maroc avait 18 binationaux sur 27 joueurs. C'est 67% de son équipe. Le Sénégal avait 11 sur 27. C'est 41% de son effectif. Si ça continue comme ça, on ne va plus prendre des joueurs formés au pays, on va prendre que des binationaux parce qu'ils sont très bons. Donc, il y a un danger. La vraie proposition, au plan local, il faut qu'on fasse la formation. Il faut qu'on ait beaucoup de maîtres Roger Ognien. Quand maître Roger Ognien a fait sa formation, qu'elle était au top, le statut de l'équipe nationale reposait sur des joueurs formés au plan local. C'est ça qu'il faut. Sinon, on va tuer le football local. La preuve, on va même aller chercher des sélectionneurs binationaux. Parce que Faye MS est un binational. C'est ça le danger. C'est pour ça que je dis que la fédération, je ne suis pas certain, sur toutes les fédérations qui sont passées, qu'il y ait un projet, un programme, une politique sur les binationaux. Ça n'existe pas. C'est sur des coups de tête, c'est sur des cas par cas, sur des garçons qui ont brillé, qu'on allait checker pour le ramener. Il faut faire attention, il faut faire attention à cette affaire des binationaux. Coach Koneyaya, vos propositions à la fédération. Bon, voilà, les propositions, voilà, moi je pense que les autres l'ont déjà dit, hein, et moi c'est une de mes préoccupations. Voilà, il faut donner la priorité au championnat local, surtout au championnat des jeunes. Le président Idriss l'avait dit, mais malheureusement, ce n'est pas ce qu'on voit.
Voilà, il avait dit qu'il vient pour redynamiser le football des jeunes. Mais aujourd'hui, quand on regarde notre championnat, à part les U20, mais il n'y a pas de championnat U17. Ni des U15. Ni des U15. Voilà. Et ça, ce n'est pas bon pour une nation de football. Voilà. Il faut aujourd'hui, ces jeunes gens, je vais encore citer les Diakité, les caissiers, les Sangaré. Sangaré, comment il s'appelle là? Ibrahim Sangaré. Même Chester. Kosonou. Hein? Tous ces jeunes gens-là, ils ont d'abord un vécu ici. Le micro. Voilà, ils ont un vécu au plan local. Ils ont joué le championnat local. Ils connaissent leur pays. Ils ont l'amour de leur pays. C'est clair. Donc, quand ils partent là-bas demain... Ils sont dans les arrêts de jeu. Hein, même si demain, ils deviennent... ils prennent la double nationalité, mais tout qu'on fait, ils savent d'où ils viennent. Donc, vraiment, il faudrait que, pour finir, il faudrait que vraiment on donne une importance à notre football local. Très bien. Voilà, les propositions de Didier. Bon, moi, j'ai répondu oui, juste avant ma proposition, parce que, notre fédération a énormément de moyens. Ça, c'est déjà un. Mais la proposition que moi, j'aimerais bien dire, vous n'avez pas de football professionnel sans l'amateurisme. Il faut s'occuper des amateurs. Et si je dois faire une proposition à la fédération, c'est qu'elle se rapproche du ministère, que le ministère se rapproche du gouvernement, qu'on ait ici une institut national de football. Une institut national de football, c'est très important, comme ce qu'on a à Clairefontaine. Les amateurs, là, Clairefontaine les prend. Regardez toute l'équipe de France. La majorité sortent tous de Clairefontaine. Tous. Et c'est des amateurs. Hein. Qu'on prend, qu'on amène à Clairefontaine, qu'on les forme. Donc, il faut s'occuper des amateurs. Pour développer football, tu n'as pas de professionnels si tu n'as pas d'amateurs. Donc, j'aimerais un peu que cette fédération s'occupe des amateurs. Ils n'auront plus besoin d'aller chercher de gauche à droite. Voilà, c'est très bien dit. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé au débat de ce soir. Coach Koneyaya, il est l'heure. Vous êtes coach, vous connaissez. Une fois que les arrêts de jeu sont terminés, c'est terminé. Donc, la FIFA a-t-elle la bonne approche pour convaincre les binationaux? On a tous eu vos avis sur le plateau et aussi quelques éléments de réponse, d'aide à la Fédération ivoirienne de football. Mesdames, messieurs, merci. Merci de toujours nous suivre en direct sur la 3. C'est terminé pour ce soir pour la grande team. On se retrouve demain en direct sur la 3. Merci beaucoup, Roger Stéphane. Merci, coach Alain. Merci, coach Koneyaya. Merci Didier. Merci, Marie-Christine. Merci beaucoup. Merci aussi à vous, très chers téléspectateurs. Rendez-vous donc est pris demain à 20h30. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.